Le 12 août 1998, à Takamatsu, un groupe d'adolescents s'introduisit dans un bâtiment portant l'enseigne « Dragon de mer ». C'était un ancien salon de pachinko fermé depuis plusieurs années. L'électricité ne fonctionnait plus depuis longtemps, les machines étaient beau cassées et poussiéreuses dans un coin, et les pièces se détérioraient progressivement. Dans l'une des remises, ils tombèrent sur un réfrigérateur à boissons. La porte vitrée était recouverte de vieux journaux, le corps solidement entouré de fils de pêche. Tout cela semblait inhabituel, et les adolescents décidèrent d'ouvrir leur découverte. Quand la porte céda, il n'y eut plus de doute. À l'intérieur se trouvait Kenji, que toute la ville recherchait depuis 3 semaines. Il portait les mêmes vêtements, à côté gisait un filet cassé et un unique jeton de machine de jeu. Mais l'attention fut immédiatement attirée par un détail qui rendit la découverte vraiment terrifiante. Sa bouche était remplie de cigales mortes. Après cela, les recherches furent officiellement terminées. L'enquête commença, qui sortit très rapidement du cadre d'une affaire ordinaire de personnes disparues. Le 20 juillet 1998, Takamatsu, une ville sur la côte de Shikoku. L'été y est lourd, l'asphalte commence à fondre, l'air tremble de chaleur et les cris des cigales ne s'arrêtent pas une minute. Dans la partie sud de la ville, parmi les quartiers tranquilles aux ruelles étroites et aux maisons uniformes, vivait une famille de 3 personnes. Le père travaillait dans un bureau, la mère s'occupait du ménage, et toute leur attention était concentrée sur leur fils, Kenji. L'environnement de la famille semblait habituel pour de tels quartiers. Des maisons identiques à 2 étages, des vélos près des portails, du linge étendu sur les balcons. Les voisins se connaissaient pas assez bien, tous menaient une vie mesurée et il n'y avait rien d'inhabituel dans cela. Mais Kenji avait une occupation qui le distinguait immédiatement des autres enfants. Il était passionné d'insectes. Il avait un filet, plusieurs contenants transparents et un carnet où il rangeait soigneusement tout ce qu'il trouvait. Il courait des heures dans la cour, sautait par-dessus les clôtures, écoutait le crissement des cigales et était toujours avec ce filet à la main. Près de leur maison se trouvait un petit terrain près d'un ancien sanctuaire shintoïste. Le terrain n'était pas neuf. Balançoires penchées, buissons envahis et plusieurs énormes arbres autour desquels les cigales tournaient constamment. Pour Kenji, c'était l'endroit idéal. Là, il pouvait trouver ce qu'il appréciait le plus. Des espèces rares d'insectes qu'il montrait ensuite aux enfants du voisinage. Le 20 juillet, vers 4 heures de l'après-midi, sa mère l'accompagna jusqu'au portail. Tout semblait ordinaire. Il sortit en vêtements légers d'été, avec son filet habituel à la main et se dirigea vers le sanctuaire. Il n'y avait rien d'inhabituel dans cela. Kenji y allait souvent seul, et personne à ce moment-là ne pouvait supposer que ce serait son dernier chemin connu. Quand le soleil commença à décliner vers le coucher, la famille comprit que Kenji n'était pas rentré à la maison. Au début, cela ne provoqua pas de panique. Ils pensaient qu'il s'amusait chez des amis ou qu'il s'était attardé sur le terrain. Mais le temps passait, le crépuscule arrivait, et il n'était toujours pas là. C'est à partir de ce moment que commence l'histoire des recherches, qui se transforma rapidement en l'une des affaires les plus retentissantes pour la petite ville. Ce jour-là, tout commença par un détail auquel personne n'aurait prêté attention dans une situation normale. L'horloge de la maison indiquait le début de 5 heures, et Kenji n'était toujours pas rentré. Habituellement, il apparaissait plus tôt. Soit il rentrait pour boire de l'eau, soit il se montrait simplement au portail pour que sa mère voie où il était. Mais maintenant, la cour restait vide et la maison était plus silencieuse que d'habitude. Au début, il n'y eut pas d'inquiétude. La mère sortit vers le sanctuaire, s'attendant à l'y voir, mais le terrain était vide. Seul l'air chaud tremblait au-dessus de l'asphalte brûlant, et le crissement aigu des cigales semblait étouffer tout autour. Les balançoires restaient immobiles. Il n'y avait personne sur le banc. Elle l'appela par son nom, mais en réponse, le silence. En revenant à la maison, elle commença à faire le tour des voisins. Elle alla voir les familles connues, demanda aux enfants s'ils n'avaient pas joué avec Kenji.
Les réponses étaient uniformes. Personne ne l'avait vu depuis longtemps. Certains disaient qu'il était parti en direction du terrain, mais personne ne pouvait le dire avec certitude. Le temps passait, mais la clarté n'augmentait pas. À 6 heures du soir, les parents avaient déjà fait le tour de tous les endroits habituels. Ils vérifièrent le chemin vers le magasin, jetèrent un coup d'œil à l'arrêt de bus, firent le tour du terrain vague derrière l'école. Le père alla au port, bien qu'il comprît que son fils n'y allait jamais. Chaque fois, l'espoir se heurtait au vide. L'inquiétude se transforma en panique. La famille rentra à la maison et fit encore une fois le tour des rues voisines. Les voisins se joignirent aux recherches. Quelqu'un sortit avec une lampe de poche, bien que le soleil ne se soit pas encore couché. Il semblait que tout le quartier avait commencé à chercher le garçon, mais le résultat était le même. Aucune trace. À 18h30, la mère appela la police. L'appel fut enregistré comme un signalement de disparition. Le soir, les premières patrouilles arrivèrent à la maison. Elles écoutèrent les parents, établirent une description physique et vestimentaire, puis commencèrent immédiatement à parcourir le quartier. Elles demandèrent des informations sur la ligne d'autobus la plus proche, vérifièrent le territoire de l'école et les ruelles adjacentes. Le fait d'un crime n'était pas encore à l'ordre du jour. Tout ressemblait à une disparition soudaine. Mais c'est à partir de ce moment que l'histoire cessa d'être l'affaire d'une seule famille et devint une enquête officielle qui, dans les jours suivants, engloberait toute la ville. Le soir du 20 juillet à Takamatsu resta dans les mémoires de beaucoup. Au début, tout ressemblait à une inquiétude habituelle dans une famille. Un garçon a disparu, les parents sont nerveux, les voisins aident. Mais littéralement, en quelques heures, la situation devint un mouvement à grande échelle. 2 voitures de police arrivèrent à la maison. Des patrouilleurs en sortirent avec des carnets et des lampes de poche, commencèrent à interroger les voisins, à noter les derniers détails. À quelle heure il était parti? Comment il était habillé? Qui avait pu le voir? Il semblait que c'était des formalités. Mais déjà alors, on sentait que l'affaire prenait une ampleur bien plus sérieuse. À 9 heures du soir, toute la rue était impliquée dans les recherches. Les voisins prenaient des lampes de poche, quelqu'un apportait des lampes à kérosène, les gens fouillaient les buissons, les constructions auxiliaires, les garages. Les recherches se déroulèrent de manière chaotique, chacun agissait comme il le jugeait nécessaire. Quelqu'un faisait le tour du terrain de jeu près du sanctuaire en cercle, quelqu'un vérifiait les ravins et les fossés le long de la route. Le père de Kenji partit en direction du port, espérant trouver au moins une trace. Quand il revint bredouille, l'inquiétude de la famille se transforma en désespoir. Avec l'arrivée de la nuit, il devint clair que la situation sortait du cadre domestique. À 23 heures, un groupe de la direction préfectorale arriva à Takamatsu. Il fut décidé. Les recherches continueraient jusqu'au matin, et le matin, la ville se mobiliserait entièrement. C'est ce qui arriva. Le 21 juillet à 6 heures du matin, un groupe de policiers, volontaires et voisins se rassembla devant la maison de la famille. Tous reçurent des itinéraires et partirent ratisser le quartier. Ils travaillaient selon un schéma, se divisaient en lignes, avançaient en chaîne à travers les fourrés et terrains vagues, marquaient sur la carte où ils étaient déjà passés. Des chiens furent utilisés, bien que la chaleur compliquât leur travail. La police fixait tout dans les procès-verbaux. Qui avait vu le garçon pour la dernière fois? Quel secteur était examiné? Où il restait des lacunes? Les enseignants de l'école, les pêcheurs locaux, même les retraités qui s'asseyaient habituellement sur les bancs près des magasins se joignirent aux recherches. La ville se divisa en groupes. Certains ratissaient les rues, d'autres s'occupaient de la distribution d'avis avec la photo. Les tracts apparurent rapidement sur les portes des magasins, aux arrêts de bus, près des gares. Les gens cherchèrent du matin jusqu'à tard le soir. Plusieurs fois, de fausses pistes arrivèrent. Quelqu'un appelait et disait avoir vu le garçon dans un autre quartier, mais la vérification ne menait à rien. La police enregistrait ces appels, mais chaque fois, il fallait revenir à zéro.
une attention particulière fut accordée au territoire autour du sanctuaire. Là où Kenji avait été vu pour la dernière fois, ils parcoururent chaque mètre. Ils vérifiaient sous les arbres, derrière les clôtures de pierre, près des vieux bâtiments. Les policiers et les volontaires travaillaient côte à côte, mais le résultat restait nul. Chaque jour, les efforts devenaient de plus en plus désespérés. Les patrouilles veillaient la nuit. Dans la ville apparut le sentiment que la disparition concernait chacun. La mère de Kenji revenait chaque jour au terrain. Elle s'asseyait sur les balançoires ou sur le banc et attendait. Cela devint le symbole des recherches. Les voisins la voyaient là et comprenaient donc que l'histoire n'était pas encore terminée. Et ce n'est qu'au 3e jour qu'apparut la première piste. Dans les fourrés non loin de la route, à une centaine de mètres du sanctuaire, les policiers trouvèrent un objet familier, le filet. Le manche était cassé. Le filet pendait en lambeaux. C'était ce même filet avec lequel Kenji était parti le jour de sa disparition. Sur fond du travail à grande échelle, cette trouvaille semblait presque insignifiante. Mais c'est elle qui devint la première véritable preuve. Elle confirma. Kenji était vraiment près du sanctuaire et quelque chose lui était arrivé précisément là. Ce que signifiait la cassure, personne ne le comprenait encore à ce moment-là. Mais c'est avec cet objet que commença la transition des simples recherches à une véritable enquête. Quand les premiers jours de recherche ne donnèrent pas de résultats, les policiers adoptèrent une autre tactique. Ils commencèrent à interroger en détail les habitants des maisons les plus proches, recueillant toutes les mentions, même les plus insignifiantes. Et assez rapidement, il devint clair. Dans les conversations des gens, une même figure revenait sans cesse. Un homme qui se trouvait presque constamment près du sanctuaire. C'était le gardien, un homme âgé, la soixantaine passée, que l'on connaissait à Takamatsu à sa manière. Il vivait seul, dans une petite maison non loin, et passait presque tout son temps sur le territoire du sanctuaire. Il veillait à l'ordre, ramassait les feuilles, réparait la clôture. Mais on parlait de lui avec méfiance. Non pas parce qu'il faisait quelque chose de concret, mais plutôt à cause de son caractère. Les voisins notaient, il était insociable, souvent grincheux, n'aimait pas qu'on fasse du bruit autour de lui. Cela concernait particulièrement les enfants. Plusieurs témoins dirent à la police la même chose. Le gardien avait à plusieurs reprises chassé les enfants qui jouaient sur le terrain près du sanctuaire. Il disait qu'il criait quand il grimpait aux arbres, se plaignait du bruit, parfois même lançait des mots disant que ce n'était pas un endroit pour jouer. Pour les habitants du quartier, cela ressemblait à une bizarrerie, mais ils s'y étaient habitués. Pour l'enquête, cela devint une piste. Les conditions coïncidaient. La disparition avait eu lieu littéralement à quelques dizaines de mètres de l'endroit où il passait tout son temps. La réputation d'homme grincheux et insociable se superposait à l'image d'un homme avec un motif possible. L'irritation. Pour les policiers, qui n'avaient pas d'autres orientations, cela semblait une ligne tout à fait logique. Les enquêteurs commencèrent à rassembler les faits. Ils découvrirent que le gardien vivait vraiment seul, ne recevait presque pas d'invités, n'avait pas de parents à proximité. Il n'utilisait pas de téléphone portable, sortait rarement en ville, et toute sa vie se résumait au sanctuaire et à la maison. Dans le petit quartier où tous se connaissaient depuis des années, justement cette fermeture semblait suspecte. La police fixe dans les rapports de nombreuses plaintes de voisins. Plusieurs personnes déclarèrent avoir vu le gardien chasser les enfants de la cour et qu'il avait dit plus d'une fois qu'il ne supportait pas le bruit. Dans l'ensemble, cela ressemblait au portrait d'un homme sur qui pouvait vraiment tomber le premier coup de soupçon. L'opinion publique joua son rôle. Dans des conditions où toute la ville était saisie d'inquiétude, il fallait un homme concret qu'on puisse montrer du doigt. Et le gardien convenait parfaitement à ce rôle. C'est ainsi qu'il passa de vieux grincheux qu'on évitait simplement auparavant, à une figure qu'on commença à discuter déjà comme possible suspect. Ces informations arrivèrent sur le bureau des enquêteurs. Après une réunion au commissariat, la décision fut prise. Il était nécessaire de procéder à un interrogatoire officiel
Pour cela, ils établirent un mandat et envoyèrent un groupe de policiers à la maison du gardien. Ainsi, l'enquête fit son premier tournant. Des recherches chaotiques dans les buissons et ravins, la police passa à la vérification d'un homme concret qui pouvait s'avérer impliqué dans la disparition. Quand la police prit la décision d'interroger officiellement le gardien du sanctuaire, une nouvelle vague de discussions s'éleva dans le quartier. Pour les voisins, cela ressemblait presque à une confirmation de leurs suppositions. Le soir, près des magasins, on ne discutait que d'une chose. Ils l'ont emmené. Les gens se souvenaient de ces disputes, de ces cris sur les enfants. Et maintenant, il semblait que tout était à sa place. Aux yeux des habitants, il était déjà devenu coupable, bien qu'aucune preuve n'existe à ce moment-là chez la police. Au commissariat, l'interrogatoire se déroula sous forme standard. Les enquêteurs agirent selon le protocole. Ils précisèrent où il se trouvait le jour du 20 juillet, avec qui il avait communiqué, ce qu'il avait fait. Le gardien nia immédiatement toute relation avec la disparition de Kenji. Il parlait calmement, sans nervosité, répondait clairement, ne se confondait pas dans les détails. Pour les opérationnels, cela semblait inhabituel. Beaucoup de suspects commencent à se défendre ou s'embrouillent dans leurs récits. Mais lui se tenait avec assurance. À la question clé où il était au moment de la disparition, le gardien donna immédiatement une réponse concrète. Il raconta que ce jour-là, il était allé dans la ville voisine pour un rendez-vous médical. L'heure de la visite coïncidait avec la période où Kenji avait été vu pour la dernière fois près du sanctuaire. De plus, il dit qu'il pouvait confirmer ses paroles par des documents. Il avait gardé le ticket de rendez-vous et à la clinique, il y avait des registres de visite. Pour les enquêteurs, cela devint une vérification dont dépendait toute la version. Le jour suivant, ils se rendirent à la clinique. Dans le registre figurait vraiment une note sur la visite et à côté, sa signature. Les médecins confirmèrent qu'ils l'avaient vu personnellement. Les employés de l'enregistrement se souvenaient qu'il était venu, avait fait la queue, s'était plaint de sa santé. Il se trouva aussi des gens qui étaient là au même moment et l'avaient aussi reconnu. Tous ces témoignages formèrent un alibi de fer. L'heure du rendez-vous et l'heure de disparition coïncidaient, et la distance entre les villes rendait impossible sa présence près du sanctuaire. Pour l'enquête, cela signifiait une chose. L'homme que tout le quartier désignait ne pouvait pas être impliqué. Quand la nouvelle de l'alibi se répandit dans le quartier, les habitants commencèrent à être troublés. Ceux qui étaient sûrs de sa culpabilité ne savaient maintenant plus que penser. Mais pour la police, la situation était bien plus lourde. Ils avaient repassé plusieurs jours à se concentrer sur cette piste, et finalement, s'étaient heurtés à une impasse. La première version sérieuse s'effondrait sous leurs yeux. Dans les rapports, les enquêteurs fixèrent, alibi vérifié, confirmé par des documents médicaux et des témoins. Le gardien officiellement exclu du nombre des suspects. Et avec cela, l'affaire n'avait de nouveau plus aucune direction de travail. Ce moment devint décisif. Les soupçons, espoirs et pressions de l'opinion publique s'effondrèrent dans le néant. L'enquête qui semblait déjà proche de la solution revint au point de départ. C'est après cela que la police commença à chercher d'autres versions qui mèneraient bientôt à une nouvelle piste bien plus sombre. Après que l'alibi du gardien fut confirmé, l'enquête resta suspendue dans l'air. La police n'avait plus aucune direction directe. Mais en étudiant les matériaux, il revenait sans cesse à un détail qui, dès le début, distinguait ce cas de centaines d'autres. Il s'agissait de la découverte dans le réfrigérateur. Kenji avait été trouvé dans les vêtements avec lesquels il était parti de la maison. À côté gisait un jeton de machine de jeu, un filet cassé. Mais l'essentiel, sa bouche était remplie de cigales mortes. Pour les enquêteurs, cela sortait immédiatement de la logique habituelle. Dans les conflits domestiques, on n'agit pas ainsi. Cela ressemblait à une action ayant un sens symbolique. Cette bizarrerie devint le point de départ d'une nouvelle version. Si on excluait le crime domestique ordinaire, restait la variante liée au rituel. À la fin des années 90,
le Japon était encore sous l'ombre d'affaires retentissantes liées aux sectes. Après les événements avec Aum Shinrikyo dans le pays, régnait une méfiance particulière envers tous les groupes religieux non traditionnels. Par conséquent, quand dans l'affaire apparurent les cigales, l'enquête vit immédiatement un possible sous-texte rituel. Dans les documents officiels de cette époque était directement indiqué: le détail inhabituel avec les insectes peut témoigner de l'implication d'une organisation religieuse. Les enquêteurs commencèrent à vérifier tous les groupes locaux qui ressemblaient, d'une manière ou d'une autre, à des communautés fermées. En première place se trouva un petit culte basé non loin de Takamatsu. Leurs réunions se déroulèrent dans des locaux loués. L'enseignement incluait des éléments de vénération de la nature et des cycles de vie. La police prit le cap sur cette piste. Furent levés les dossiers du leader du groupe, interrogés les adeptes, rassembler des informations sur leurs rites. Le soupçon se renforçait du fait que la secte pratiquait vraiment des rituels symboliques liés aux insectes et aux sons de la nature. Pour les enquêteurs, cela ressemblait à une explication vraisemblable. Le garçon avait pu être tué non pour des motifs personnels, mais dans le cadre d'un rite. Ainsi, l'affaire reçut un nouveau vecteur. De la vérification de solitaires comme le gardien, la police passa à l'étude de toute une organisation. À ce moment-là, c'est justement cette version qui devint principale et détermina le cours de l'enquête. Quand la version avec la secte ne se confirma pas, l'enquête se retrouva de nouveau dans une impasse. Plusieurs semaines de travail, des dizaines de procès-verbaux, des centaines d'interrogatoires. Et tout cela ne menait qu'à un cercle fermé. Alors au commissariat, ils prirent la décision. Revenir au tout premier point, au lieu de découverte dans le dragon de mer abandonné. Tous les matériaux d'examen se trouvaient dans les archives, photographies, schémas, échantillons. L'équipe de criminalistique revoyait chaque détail. Sur les clichés, on voyait bien comment ressemblait la remise. Débris de machines, chaises cassées, couches de poussière. Parmi ce chaos ne se détachait qu'un seul objet, le réfrigérateur. C'est son contenu qui devint le centre d'attention. Mais maintenant, les enquêteurs décidèrent de porter attention non seulement au contenu, mais aussi à tout ce qui se trouvait à l'extérieur. Dans les procès-verbaux figuraient plusieurs objets. Le plus évident, le jeton de jeu. Il gisait sur le sol juste à côté de Kenji. Dans les premiers temps, cela ressemblait à un indice important. Mais au fur et à mesure de l'analyse, sa signification diminuait. Les jetons étaient partout dans ce bâtiment. Le salon de Pachinko abandonné pouvait les conserver dans n'importe quel coin. Les criminologues fixèrent la découverte, mais notèrent déjà alors « cela peut être une simple coïncidence ». Mais un autre détail dans le procès-verbal se détachait davantage. Le réfrigérateur était fermé par un fil de pêche. Sur les photographies prises le jour de l'examen, on voyait comment il serrait la porte en croix. Dans les premiers jours, cela ne suscita pas d'intérêt particulier. Ils décidèrent que quelqu'un voulait simplement fixer plus solidement le couvercle. Mais lors du réexamen, c'est justement le fil qui souleva le plus de questions. Les experts étudièrent attentivement le matériau. L'épaisseur, la structure, l'éclat, tout indiquait que ce n'était pas un fil bon marché qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin de bricolage. C'était une variété spécialisée, calculée pour la pêche en mer. Un tel fil se distinguait par une résistance et une flexibilité particulières, supportait de lourdes charges. On l'utilisait non pour la pêche dans les rivières et lacs, mais pour la chasse aux gros poissons marins, par exemple, le thon. Cette découverte changea immédiatement le cours de l'enquête. Si le jeton pouvait être accidentel, le fil ne pouvait pas être accidentel. On ne pouvait pas le trouver dans chaque maison. Il était vendu seulement dans des magasins spécialisés. Le prix était plus élevé que celui des appâts ordinaires, ce qui signifiait que le cercle des acheteurs était limité. Pour l'enquête, c'était une chance de passer pour la première fois des suppositions au concret. Dans les archives se conservent les notes sur la façon dont exactement les criminologues décrivaient le moment avec le fil. Un des spécialistes nota « Ce matériau est trop cher pour qu'on l'utilise pour des besoins domestiques.
Si nous trouvons le propriétaire, il deviendra le premier suspect vraiment significatif. Ainsi, un petit détail qui semblait d'abord secondaire se transforma en principal indice de l'affaire. Les enquêteurs comprirent. C'est justement lui qui peut les mener à l'homme qui avait caché Kenji dans le réfrigérateur. C'est justement de ce point que commença une nouvelle étape de l'enquête. Les policiers rassemblèrent des informations sur tous les magasins de la préfecture où avait été vendu un tel fil pendant la dernière année. Sur la base de ces données fut dressée une liste d'acheteurs. Pour la première fois dans l'affaire apparaissaient des noms concrets. Le fil qui entourait le réfrigérateur sembla aux policiers dans les premiers jours un détail ordinaire. Dans les procès-verbaux d'examen, il était mentionné en passant, au même niveau que la poussière et les détritus dans la remise. Mais c'est justement lui qui devint cet indice qui bouleversa le cours de toute l'enquête. Quand les échantillons furent envoyés au laboratoire, les experts commencèrent par des procédures de base. Vérification de l'épaisseur, de la structure du matériau, du degré d'usure. Habituellement, de tels fils sont bon marché, de masse, et déterminer leur origine est impossible. Mais cette fois, tout s'avéra différent. Dans le rapport qui se conserve dans les archives, les criminologues fixèrent, échantillon numéro 12, fil nylon monofilament, de résistance renforcée. Marque, Daiwa Saltiga G T-Line. Charge de rupture, jusqu'à 80 kg. Coût de détail, 3800 yens la bobine. Destination, pêche en mer sur grandes espèces. Cette formulation distinguait immédiatement la découverte. Une personne ordinaire n'utilise pas un tel fil dans la vie quotidienne. On ne l'achète pas par hasard dans le magasin de bricolage le plus proche. Il est destiné aux professionnels ou à ceux qui s'adonnent sérieusement à la pêche. Et pas simplement à la pêche, mais marine. Les experts notèrent encore plusieurs détails. Le fil était en bon état, sans fortes usures et nœuds. Cela signifiait qu'il avait peu servi. L'éclat d'usine se conservait. Sur la surface, il n'y avait pas de traces d'eau ou de sel. Tout indiquait que la bobine avait été ouverte récemment et le criminel n'avait utilisé qu'une partie. Dans une affaire où il n'y avait ni témoin, ni caméra de surveillance, ni indice direct, apparaissait enfin un objet qu'on pouvait tracer. Contrairement aux jetons de jeu qui s'expliquaient facilement par le lieu de découverte, le fil avait une origine concrète. Les enquêteurs comprenaient, chaque magasin tient des registres de vente d'appâts spécialisés. Dans les petites villes, de tels articles ne s'achètent pas par hasard et en masse. Cela signifie qu'on peut dresser une liste des acheteurs et vérifier chacun. Ainsi, le cercle de recherche se rétrécissait de milliers d'habitants de la ville à quelques dizaines de noms. Pour la police, c'était une vraie percée. Dans les matériaux de l'affaire se conservent les paroles d'un des opérationnels. Nous avons senti pour la première fois que nous pouvions nous accrocher à un vrai fil. Tout le reste s'effondrait. Et ici, nous avions un chemin concret. À partir de ce moment, le travail de l'enquête cessa d'être chaotique. L'attention se reporta sur les magasins d'articles de pêche. Commença la collecte de données sur qui, dans les derniers mois, avait acquis justement cette marque de fil. Et c'est justement ici que devait résonner pour la première fois le nom d'un homme qui extérieurement semblait un voisin exemplaire, mais cachait en réalité un terrible secret. Pendant que les criminologues étudièrent le fil, le travail opérationnel continuait sur d'autres directions. Et la principale d'entre elles restait la version du meurtre rituel. La découverte même avec les cigales sortait trop manifestement du tableau habituel pour qu'on puisse l'ignorer. Par conséquent, parallèlement au laboratoire, la police vérifiait les groupes religieux locaux. Bientôt, l'attention se concentra sur une petite communauté basée non loin de Takamatsu. Son leader, un homme d'âge moyen, rassemblait autour de lui quelques dizaines d'adeptes. Leurs réunions se déroulaient dans un local loué. L'enseignement se construisait sur les idées d'harmonie avec la nature et les cycles de vie. En ville, on les regardait avec méfiance, et les rumeurs circulaient les plus diverses. Pour l'enquête, cela ressemblait à une version de travail. Plusieurs voisins disaient
que les membres de ce groupe menaient parfois d'étranges rituels dans lesquels étaient utilisés des insectes et des objets symboliques. Tout cela dans l'ensemble semblait une explication logique de ce détail terrible avec les cigales. Le leader de la communauté fut convoqué pour interrogatoire. La conversation fut longue et détaillée. Il niait toute implication, insistait que leur rituel ne sortait jamais du cadre d'action symbolique et ne supposait pas de violence. Selon ses paroles, le jour de la disparition de Kenji, il se trouvait avec le groupe dans leur local, menait une réunion, et cela pouvait être confirmé par des dizaines de personnes. Les enquêteurs organisèrent une perquisition. Ils vérifièrent les livres, objets rituels, affaires personnelles. Dans les procès-verbaux fut fixé. Rien qui aurait pu avoir rapport à l'affaire ne fut trouvé. Aucune coïncidence dans le temps, aucun lien avec Kenji ou sa famille. Tout indiquait que la version ne tenait que sur une ressemblance extérieure, cigales et groupes religieux étranges. Quand les témoignages des participants de la communauté coïncidèrent et confirmèrent l'alibi de son leader, l'enquête fut obligée de reconnaître la police n'avait pas un seul indice réel liant cet homme à ce qui s'était passé. Cette version fut officiellement fermée comme non fondée. Ainsi, la deuxième grande ligne d'enquête s'effondra. D'abord, ils exclurent le gardien du sanctuaire, maintenant, le groupe religieux. Et il ne restait à la police qu'un seul indice qui pouvait vraiment mener à la solution. C'était le fil trouvé sur la porte du réfrigérateur. À la fin des années 90, les enquêteurs n'avaient pas de base de données électroniques, de caméras à chaque coin et de système de reconnaissance faciale. Pour trouver l'acheteur du fil de pêche spécialisé, il fallait agir à l'ancienne. Appels téléphoniques, registres papier, listes infinies. Mais c'est justement ce travail minutieux qui mena la police à un homme qui au premier regard semblait tout à fait ordinaire. Les enquêteurs commencèrent par l'interrogatoire des magasins. À Takamatsu et dans les villes voisines ne travaillaient que quelques points où se vendaient des appâts pour la pêche en mer. Les boutiques de bricolage ordinaires ne tenaient pas un tel fil. Ils coûtaient cher et étaient destinés à un cercle étroit de clients. Par conséquent, la tâche était réalisable. Il fallait rassembler tous les registres de vente de la dernière année. Chaque magasin tenait des livres d'enregistrement papier. Là étaient fixés les gros achats. Parfois, on laissait les noms des clients. Dans un endroit, ils trouvèrent de vieux tickets de caisse. Dans un autre, des notes dans le registre des commandes. Les vendeurs se souvenaient des acheteurs réguliers, nommaient ceux qui venaient régulièrement pour des appâts. Dans les conditions d'une petite préfecture, cela donnait un résultat. La police avait progressivement une liste. Le travail prit plusieurs jours. Les employés recopiaient minutieusement les noms, adresses, rapprochaient les dates. Vers le milieu d'août, ils avaient entre les mains une liste de 14 personnes qui, dans les derniers mois, avaient acquis justement cette marque de fil. Daiwa, Saltiga, J, T, Line. C'étaient principalement des pêcheurs amateurs et plusieurs propriétaires de bateaux. Ensuite, commença la vérification de chaque nom. Un après l'autre, ils furent convoqués au commissariat. On précisa où ils étaient le 20 juillet, ce qu'ils faisaient, qui pouvait confirmer leurs paroles. La plupart furent rapidement exclus. Certains avèrent des témoins. Quelqu'un était ce jour-là en sortie en haute mer. Quelqu'un avait un alibi inattaquable. Mais un nom se détacha immédiatement. Takeshi Tanaka. Au premier regard, un voisin exemplaire. Il travaillait dans un bureau, était marié, participait activement à la vie du quartier. Quand Kenji disparut, c'est justement lui qui fut un des premiers à se joindre aux recherches. Il apportait de la nourriture à la mère du garçon, aidait à coller les avis. On le connaissait comme un homme bienveillant et souriant. C'est justement cela qui alerta les enquêteurs. Dans la liste de 14 acheteurs, seul lui habitait littéralement à une centaine de mètres de la maison de Kenji. Les autres étaient dispersés dans différents quartiers et villes, et Tanaka s'avéra être un voisin, une coïncidence trop proche pour qu'on puisse l'ignorer. Ainsi, de la simple liste de noms, la police distingua pour la première fois une figure qui correspondait à toutes les conditions. Il avait accès à l'appât nécessaire. Sa maison se trouvait à proximité.
et sa participation aux recherches ressemblait plutôt à une tentative de se fondre dans le mouvement général et de ne pas éveiller les soupçons. À partir de ce moment, Takeshi Tanaka devint le nouveau suspect principal. L'enquête se reporta entièrement sur lui. En avant était la perquisition qui devait soit lever de lui tous les soupçons, soit le mettre définitivement à découvert. Takeshi Tanaka n'était pas de ces gens sur qui tombe le premier soupçon. 34 ans, employé de bureau dans une petite compagnie commerciale, épouse, maison soignée dans un quartier tranquille. On le connaissait comme un voisin souriant, affable, qui saluait toujours et pouvait engager la conversation au portail. Les voisins notaient qu'il ne s'engageait jamais dans des conflits, savait se faire apprécier et semblait même un peu plus amical que la plupart des hommes du quartier. Aux yeux de l'entourage, il avait l'air d'un homme irréprochable, toujours en chemise propre, soigneusement coiffé, avec un léger sourire, comme s'il n'avait ni soucis ni problème caché. C'est justement cette image qui créait l'impression de fiabilité et de confiance. Il ne venait à l'esprit de personne que cet homme puisse se retrouver au centre d'une enquête. Quand Kenji disparut, Tanaka fut un des participants les plus visibles des recherches. On le voyait dans différents groupes. Il aidait à coller les avis, apportait de l'eau aux volontaires, conseillait ou encore regardait. Plusieurs témoins dirent qu'il proposait lui-même de vérifier des endroits difficiles d'accès, comme s'il voulait montrer un engagement particulier. Mais ce qui resta le plus en mémoire fut son attention à la famille de Kenji. Presque chaque jour, il passait chez eux, apportait de la nourriture. Dans les archives de l'affaire se conserve un témoignage de la mère. Il apportait des boulettes de riz et de la soupe. Il disait qu'il fallait tenir bon. Je lui faisais confiance. Je pensais que c'était un homme bon qui comprenait notre douleur. Sur fond des autres voisins, Tanaka se détachait. Les gens aidaient, mais ils avaient leur propre famille et soucis. Lui semblait avoir consacré tout son temps à cette affaire. Alors cela était perçu comme une manifestation de compassion. Mais aux yeux des enquêteurs, une telle insistance ressemblait autrement. Trop souvent, il apparaissait près des lieux de recherche. Trop démonstratifs étaient ses secours. Trop profondément, il pénétrait dans la vie de la famille. Quand la liste des acheteurs de fils se réduisit à 14 noms et que parmi eux se trouva son nom, tout se mit en place. L'homme qui habitait littéralement à une centaine de mètres de la maison de Kenji, qui tenait entre ses mains ce même type d'appât et qui en même temps jouait le rôle d'ami de famille, devenait maintenant le principal suspect. La décision fut prise rapidement. La police établit un mandat de perquisition du garage et convoqua Tanaka au commissariat. L'interrogatoire se déroula dans une atmosphère officielle. Devant les enquêteurs était assis le même homme, calme, soigné, poli. Il niait tout. Il parlait de sa passion pour la pêche, assurait que le fil n'était qu'une partie de son hobby et que son aide dans les recherches s'expliquait seulement par la participation humaine. Mais pour la police, ce n'était plus le bon voisin. C'était un homme qui se trouvait au centre même des indices. Et bien qu'il n'y ait pas encore de preuves directes, les enquêteurs comprenaient. C'est justement la perquisition dans sa maison qui peut donner la réponse définitive. C'était le point de non-retour. L'homme à qui faisait confiance la mère de Kenji se transforma en principal suspect. Il restait à vérifier ce qui se cachait dans son garage et sa maison. Et c'est justement là que la police espérait trouver des traces directes liant Tanaka au dragon de mer. La perquisition dans la maison et le garage de Takeshi Tanaka commença tôt le matin. Cette fois, la police agit de manière maximalement précise. Les opérationnels fixèrent chaque détail, saisirent tout ce qui pouvait avoir de l'importance. Dans la maison, l'ordre était parfait. Au premier regard, rien de suspect. Mais l'attention des enquêteurs se reporta immédiatement sur le garage. C'est justement là qu'étaient dits conserver ses appâts et équipements de pêche. Sur une étagère, ils découvrirent une bobine de fil, exactement de la même marque que celle qui avait entouré le réfrigérateur dans le dragon de mer. Couleur, épaisseur, résistance, tout coïncidait avec l'échantillon trouvé sur les lieux du crime. Les experts confirmèrent plus tard, c'est un produit identique. Mais la découverte ne se limita pas à cela.
Dans un coin se trouvait une paire de bottes en caoutchouc pour la pêche. Au premier regard, elles étaient ordinaires. Mais les criminologues firent attention au dépôt sur la semelle. Lors d'un examen détaillé, il s'avéra que sur le caoutchouc se conservaient des particules de terre et de la poussière de verre microscopiques. Plus tard, l'analyse montra. La composition coïncidait complètement avec les échantillons de terre et d'éclats de verre du local auxiliaire du salon de pachinko. Pour la police, ce fut le moment décisif. Le fil prouvait le lien avec la préparation de la dissimulation. Les bottes liaient Tanaka directement au lieu de découverte. La coïncidence de ces deux indices était exclue. C'est justement à ce moment que pour l'enquête il devint clair, le bon voisin et participant actif aux recherches était cet homme même qu'il cherchait. L'expertise confirma, les particules sur la semelle des bottes coïncidaient par composition chimique avec les matériaux du local auxiliaire. Dans le rapport figurait « La probabilité d'une coïncidence accidentelle est exclue. Les échantillons sont identiques. » Après cela, la police présenta officiellement l'accusation à Tanaka et l'arrêta. Ainsi se termina la phase des suppositions et rumeurs. Maintenant, l'enquête avait des preuves irréfutables. Tanaka s'avéra être non seulement un voisin et participant aux recherches, mais un homme que les indices liaient directement à la dissimulation de Kenji dans le dragon de mer abandonné. Takeshi Tanaka était de nouveau assis dans la salle d'interrogatoire. Cette fois, l'atmosphère était différente. Devant lui sur la table, ils posèrent les photographies du garage, le rapport d'expertise et la bobine de fil elle-même. L'enquêteur parlait calmement, mais fermement. Il énuméra les découvertes. Fil identique à celui qui serrait le réfrigérateur, bottes sur lesquelles se conservaient des particules de terre et de poussière de verre. Conclusion des experts sur la coïncidence complète des échantillons. Après cela, le silence régna dans la pièce. Tanaka resta longtemps assis, sans lever les yeux. Sa manière habituellement assurée de mener la conversation disparut. Il n'interrompait pas, ne niait pas, seulement se taisait, serrant les mains sur ses genoux. Ce moment fut ensuite fixé dans le procès-verbal. Le suspect ne répondit pas longtemps aux questions, semblait abattu. L'enquêteur fit une pause et répéta « Nous avons des preuves, vous n'avez plus rien à nier. » À ce moment, Tanaka changea de visage pour la première fois. Il hocha lentement la tête et, sans lever les yeux, prononça « Oui, c'est moi qui l'ai fait. » À partir de ce moment commencèrent les témoignages de reconnaissance. Il raconta le jour où Kenji disparut, que le garçon s'était retrouvé par hasard dans sa cour et était devenu témoin d'une scène que Tanaka voulait cacher. Comment la panique et la peur détruisirent son image de voisin idéal et le poussèrent à un acte qu'il tenta ensuite de dissimuler. Le fait fut fixé. Tanaka reconnut sa culpabilité. Pour l'enquête, ce fut le point final dans la recherche de réponses. Il restait maintenant à reconstituer entièrement la chaîne des événements et à comprendre comment exactement le voisin de la famille se transforma en criminel. Après sa reconnaissance, Takeshi Tanaka accepta de décrire en détail le déroulement des événements. Les enquêteurs fixèrent ses témoignages dans les procès-verbaux. Selon ses paroles, le 20 juillet dans l'après-midi, il se trouvait dans sa cour. Là se trouvait aussi son chien qui la veille avait abîmé de nouveaux appâts. Dans un accès de colère, Tanaka commença à le battre. C'est justement à ce moment que Kenji errant dans sa section en chassant une cigale rare. Il devint accidentellement témoin de ce qui se passait. Le garçon cria et dit qu'il raconterait cela aux parents. Pour Tanaka, ce fut un coup. Sa vie se construisait sur le fait de paraître honorable, voisin amical. Il craignait de perdre la face aux yeux du quartier plus que tout. Dans la panique, il saisit Kenji, lui ferma la bouche et tenta de le faire taire. Tout se passa rapidement. Quand il comprit ce qu'il avait fait, il était déjà trop tard. Ensuite, les événements se développèrent de manière encore plus sombre.
Tanaka transporta le corps dans le garage et le cacha dans un vieux réfrigérateur qui ne fonctionnait plus depuis longtemps. La nuit, vers 2 heures, il chargea le réfrigérateur dans son minivan et l'emmena dans le salon de pachinko abandonné. Il choisit l'endroit spécialement, en périphérie, où il n'y avait pas de maison d'habitation et où rarement quelqu'un entrait. Le détail le plus terrible restait dans les cigales. Lors de l'interrogatoire, il expliqua qu'il avait fait cela après. Selon ses paroles, c'était une tentative impulsive et perverse d'égarer la police. Il espérait que les forces de l'ordre penseraient à un motif rituel et suivraient une fausse piste. De plus, il avouait que c'était un acte de méchanceté. Kenji adorait attraper les insectes, et c'est justement ce hobby qui l'avait amené dans la cour de Tanaka. Ainsi, l'enquête obtint le tableau complet. La version du meurtrier coïncidait avec les indices et expliquait chaque détail, du filet cassé au fil de pêche. Mais en avant restait le tribunal où il fallait prouver la culpabilité de Tanaka déjà de manière officielle. Au printemps 1999, l'affaire de Takeshi Tanaka arriva au tribunal de la préfecture de Kagawa. Le procès commença en mars et attira immédiatement l'attention non seulement de Takamatsu, mais aussi des villes voisines. Les voisins, qui le connaissaient comme un homme bon et souriant, étaient maintenant assis dans la salle et écoutaient des détails dont il était impossible de se détourner. Les procureurs construisirent l'accusation sur 3 piliers. Premier, les témoignages de reconnaissance de Tanaka lui-même. Deuxième, les indices trouvés dans son garage. Bobines de fil et bottes de pêche avec des particules de terre et de poussière de verre. Troisième, les expertises qui coïncidaient complètement avec les échantillons du local auxiliaire du salon abandonné. Dans l'ensemble, cela excluait tout doute. La défense construisit sa ligne sur le fait que le meurtre n'était pas prémédité. Les avocats insistaient. Tanaka agit dans un état d'affect, ayant peur d'être démasqué, et ne planifiait pas d'ôter la vie au garçon. Ses actes après, dissimulation du corps et mise en scène avec les cigales, s'expliquaient par la panique et la peur. Le tribunal écouta les 2 parties, étudia les matériaux, proclama les procès-verbaux. Le tableau se formait sans équivoque. Le crime n'était pas préparé à l'avance, mais se distinguait par une cruauté particulière dans la tentative de dissimuler les traces. Le verdict fut rendu à la fin mars. Takeshi Tanaka, reconnu coupable de meurtre par imprudence, compliqué par dissimulation du corps et action dirigée vers l'induction en erreur de l'enquête. Sentence : 20 ans de privation de liberté. Ainsi, le procès judiciaire mit le point final à l'affaire qui secoua tout Takamatsu pendant l'été 1998. Mais même après la sentence, restaient dans des questions auxquelles personne n'obtint jamais de réponse. Après le procès, la vie à Takamatsu revint progressivement dans son cours habituel, mais les conséquences de cette histoire restèrent. La famille de Kenji ne vécut pas longtemps dans sa maison. Les voisins disaient que la mère ne pouvait plus passer devant le terrain près du sanctuaire. 1 an après, la famille déménagea dans une autre ville et plus personne ne les vit dans ce quartier. L'ancien salon de pachinko où fut faite la découverte resta debout encore plusieurs années. Ses fenêtres restaient barricadées, mais autour du bâtiment se rassemblaient constamment des adolescents qu'attirait la mauvaise réputation. Les autorités prirent la décision de le démolir pour en finir avec les rumeurs. À sa place fut construit plus tard un entrepôt, et du dragon de mer, il ne resta aucune trace. Le chien à cause duquel commença le conflit fatal fut saisi par la police lors de la perquisition. L'animal fut transmis à un refuge où il resta. Dans les procès-verbaux fut fixé. Sur lui se trouvaient vraiment des traces de coups, ce qui confirmait encore une fois les paroles de Tanaka. Tanaka lui-même purgeait sa peine dans une prison de régime strict. Son nom à Takamatsu ne fut plus prononcé à haute voix. Pour les voisins, il disparut aussi soudainement qu'il était apparu dans leur vie sous un jour nouveau et terrible. Mais même après la sentence, l'affaire conservait un détail qui ne reçut pas d'explication jusqu'au bout. Tanaka reconnut sa culpabilité, raconta en détail ce jour-là, expliqua sa peur d'être démasqué. Mais quand il s'agissait des cigales,
il ne faisait que répéter. Cela m'est simplement venu à l'esprit alors. Pour les enquêteurs et psychologues, cela resta un acte de cruauté impulsive, une tentative d'égarer la police et en même temps de profaner ce que Kenji aimait le plus. L'histoire se termina officiellement, mais son détail final laissa un arrière-goût. Dans les matériaux de l'affaire, elle resta comme la partie la plus inexplicable et troublante, symbole du fait que même après la reconnaissance, toutes les réponses ne sont pas toujours obtenues.